Je dis juste un mot parce qu'il faut que cela soit compris. L'incidence, il va être question d'incidence, qu'est-ce que c'est? Voilà un avion. Un avion, il vole comme ça, avec un certain angle. Même si cet angle est très faible quand il y a de grosses vitesses pour l'avion, s'il vole doucement, on le voit tout de suite qu'il vole avec un angle. Cet angle, c'est ce qu'on appelle l'incidence. Alors, je vais faire une comparaison avec quelqu'un qui passerait le bras au travers de la portière d'une voiture qui roule. Il va mettre sa main, et avec une certaine incidence, sa main va reposer sur l'air. Bon, une aile, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une dépression, etc. J'en ferai pas dans le détail. Et s'il augmente l'angle d'incidence, la main va monter. S'il diminue l'angle d'incidence, la main va descendre. Donc on voit que en aéronautique, c'est absolument capital. Alors dans la voiture, vous pouvez piloter votre main. Simplement, vous donnez, vous, cet ordre de variation d'incidence au travers de votre bras, et par la voiture, c'est relié au sol. Même si c'est par glissement, par roulement, c'est quand même relié au sol. Un avion, petit problème, c'est qu'il est complètement indépendant dans l'air. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le pilote, on va lui mettre un manche, et puis ici, on va mettre des gouvernes. Quand le pilote va tirer sur le manche, on va faire lever une gouverne derrière. Tout le monde a pu voir ces gouvernes qui se déplacent sur la queue de l'avion. Donc en levant ici la gouverne, ça se comprendra immédiatement, l'air qui tape ici va avoir tendance à faire baisser l'arrière, l'avion tournant autour de son centre de gravité. Donc tendance à baisser l'arrière, et bien on le voit, l'angle d'incidence a augmenté. Donc quand un pilote veut monter, il tire sur le manche, ça lève la gouverne, et puis hop, il monte. C'est aussi simple que ça, et pour descendre, ce sera l'inverse. On voit l'importance de ce paramètre, en particulier pour l'analyse d'un accident, en particulier l'accident de Mulhouse. Alors, il y a une limitation, il y a une limite à ça, parce qu'au-delà d'un certain angle, les filets d'air décrochent, on perd toute la portance brutalement, ça s'appelle le décrochage, donc on évite d'aller vers les trop fortes incidences, et sur la 320, il y a une limitation automatique qui était à 17 degrés et demi. Alors comme le pilote a mis le manche embuté à Mulhouse, eh bien l'incidence aurait dû prendre 17 degrés et demi, or on voit qu'elle s'est limitée à une dizaine de degrés, donc il y a eu anomalie des commandes de vol, et cela associé à un mouvement inverse des gouvernes, c'est-à-dire qu'on voit les gouvernes baisser, donc partir à piquer. Donc je renvoie au document annexé, mais il fallait que cette précision soit donnée, et également à la partie complémentaire de l'exposé, deuxième volet, il existe deux bandes originales de l'enregistreur de paramètres, donc l'une des deux est fausse. Une bande actuellement sous scellé se présente comme ça, la bande du haut, c'est un montage que j'ai fait moi-même avec de la bande. Elle se présente de la façon suivante, de la bonne bande, des froissures sur les 10 derniers centimètres, 11-12 derniers centimètres, puis la bande amorce. Et l'autre bande qui a été exploitée dans la nuit qui a suivi l'accident et les jours qui ont suivi l'accident par l'administration et uniquement par l'administration, qui se présente comme ça, c'est-à-dire des froissures ici, 20 à 25 cm de bonne bande, puis la bande amorce. Je renverrai pour un exposé complémentaire, pour un exposé plus complet à la partie complémentaire de cet exposé vidéo. Là, ce sera un très bref condensé qui résume toutefois parfaitement ce qu'il en est. Voilà un procès-verbal de confrontation du 19 décembre 1990, juge Guichard, greffière Pascal Zimmermann, experts Venet et Bellotti, et messieurs Lallet et Lejeune. Monsieur Lejeune, c'est celui qui a eu la responsabilité du dépouillement dans la nuit et les jours qui ont suivi l'accident, ingénieur navigant d'essai, polytechnicien, etc. Et monsieur Lallet, c'est le technicien qui a ouvert la boîte dans la nuit qui a suivi l'accident, coupé la bande, extrait la bande et collé la bande amorce. Voilà ce qu'il déclare. Monsieur Lallet, vous me faites observer que sur les 10 premiers centimètres d'extrémité de bande, on constate des pliures. Si ces pliures m'étaient apparues lors de l'extraction de la bande, je l'aurais évidemment signalé. Et monsieur Lejeune, quand j'ai remis cette bande à l'adjudant Viat, elle ne présentait pas ces pliures. Et voilà ce que déclare monsieur Lejeune le 21 novembre 1991 devant la cour d'appel de Paris. Monsieur Lejeune, à deux reprises, a déclaré que la bande qu'il avait dépouillée présentait des froissures avant la fin de la bande et ensuite 20 à 25 cm de bonne bande, c'est-à-dire la bande
que j'ai présenté en bas dans le petit montage que j'ai fait, et comme on lui fera remarquer que ça ne correspond pas à la bande qui est sous scellée, bande sous scellée qu'il a vue, comme on vient de le voir lors de la confrontation du 19 décembre 1990, Monsieur Lejeune déclara, c'est les notes de la greffière, Monsieur Lejeune affirme que cela ne correspond pas avec la bande que j'ai exploitée. Et dans le même temps, il fera un dessin. Voilà un dessin ici de la main de Monsieur Lejeune. Les annotations ici ont été rajoutées. Donc, comme on lui s'est remarqué que la bande sous-scellée était une bande qui se présentait de cette manière, c'est-à-dire les froissures à la fin puis la bande amorce, Monsieur Lejeune, dans le même temps qu'il déclarait que cela ne correspondait pas à ce qu'il avait exploité la nuit de l'accident, eh bien, il fera ce dessin, c'est-à-dire la bande amorce, 20 à 25 cm de bonne bande, et ici froissure, de la main de Monsieur Lejeune. Et confirmant ainsi toutes ces déclarations, tout ça a été, bien sûr, noté par la greffière. Donc, il existe bien deux bandes originales de l'enregistreur de paramètres. Je renvoie donc à l'exposé complémentaire qui montre bien, avec d'autres documents qui sont tous concordants, qui montre bien qu'il existe deux bandes originales qui démontre de la même manière que, puisque ces deux bandes ont été lues, que cette bande ne peut pas être cette bande qui aurait été raccourcie, parce qu'effectivement, certains ont émis l'hypothèse que cette bande ici, qui a été dépouillée dans la nuit suivant l'accident, etc., aurait pu être coupée ici, malheureusement, et puis on aurait recollé de la bande amorce ici, ce qui déjà paraîtrait pour le moins curieux, mais comme ces bandes ont été lues, il y a des procès-verbaux de lecture, des listings, etc., on démontre en 2 minutes qu'il s'agit bien de deux bandes distinctes. Donc, deux bandes distinctes, je le répète, il y a bien une falsification, une fausse bande. Quelqu'un a fait une fausse bande et on pourra s'interroger sur l'attitude des experts judiciaires qui ont blanchi l'avion au mois d'avril 1989. Là encore, dans la partie complémentaire de l'exposé, on se rendra compte que les experts judiciaires, non seulement n'ont jamais lu la bande originale, une quelconque bande originale ou non originale, ils n'ont rien lu pour blanchir l'avion, pour ce qui concerne les paramètres, mais on verra qu'ils se sont contentés du listing de l'administration. D'ailleurs, ce listing, ils ne l'ont même pas analysé eux-mêmes, ils en ont confié l'analyse à des tiers. Les tiers étant Airbus Industrie, la direction d'Air France, le constructeur des moteurs, et l'administration. Donc, il faut bien se rendre à l'évidence, falsification. Voilà pour ce chapitre technique, les falsifications. Donc je confirme que tout cela est largement développé en partie complémentaire. Avant maintenant, premier volet, les commandes de vol, bien. Juste un mot de rappel avant de présenter quelques documents. Je le rappelle, un avion, il vole comme ça, avec une certaine incidence. Et c'est cet angle d'incidence qui va déterminer la portance. Si on augmente l'incidence en tirant sur le manche, le pilote tire sur le manche, ça fait lever une gouverne, donc l'air sur la gouverne, l'arrière se baisse, ça augmente l'incidence, l'avion monte. Et réciproquement, donc ce rappel étant fait, et bien sûr on voit que si l'avion se crache dans les arbres, il peut être intéressant de savoir ce qu'a fait le pilote, ce qu'a fait la gouverne, et si tout ça s'est fait normalement, étant entendu que les ordinateurs limitent à 17,5 degrés cette incidence. Donc on va voir ce qu'il en a été dans l'accident de Axheim. Voilà une courbe du constructeur qui montre bien l'incidence ici et la portance. On voit que quand l'incidence augmente, la portance augmente jusqu'à un maximum et elle s'écroule derrière. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le décrochage. Donc on ne va pas aller au-delà de ce point-là. Et sur l'Airbus A320, c'est l'ordinateur qui va limiter à la valeur alpha max qui est ici. Et voilà un document d'Air France, donc qui reprend la documentation d'Airbus Industrie. Et on voit qu'ici tout est clairement précisé. On a donc bien notre portance en fonction de l'incidence, et on voit que on a ici CZ max, c'est-à-dire portance maximale, pour VS. VS, c'est la vitesse de décrochage, bon, qui correspond à une incidence de 20 degrés. Et on voit que l'ordinateur va limiter à 17 degrés, appelé alpha max. En fait, la valeur exacte est 17 degrés et demi. Et il est précisé que quand on tire, par ailleurs, sur le même document,
il est précisé que cette incidence est limitée à 17 degrés, bon en fait 17 degrés et demi. En cas d'action très brutale sur le manche, l'incidence de Cz max, environ 20 degrés correspondant à Vs, peut être atteinte de façon transitoire. Ce qui veut bien dire que quand le pilote tire le manche rapidement en arrière, on passe immédiatement aux 17 degrés, puisqu'on fait même un amortissement par dépassement, c'est-à-dire que la valeur du paramètre va dépasser la valeur limite, va aller au-delà de 17 degrés, il s'est précisé jusqu'à 20 degrés, bon, selon la brutalité de l'action du pilote, pour revenir à 17 degrés. Bon, à Mulhouse, on voit qu'il tire franchement, et ça aurait dû aller immédiatement à 17 degrés et demi, en passant un petit peu au-dessus, peut-être pas jusqu'aux 20 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Et je précise que tous les documents qui sont présentés actuellement sont tous dans l'offre de preuve, avec même une note explicative dans l'offre de preuve, et puis il y aurait eu toutes les explications verbales et les témoignages. Déjà, la décision de première instance relevait de la forfaiture. Tous ces documents sont dans l'offre de preuve, et même beaucoup plus, on en trouve beaucoup plus dans l'offre de preuve. Là, je n'en mets que quelques-uns, elle était donc surabondante, mon offre de preuve. Qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà le paramètre incidence, avec l'accident qui a lieu juste avant la dernière seconde, juste avant la dernière ligne. Entre l'avant-dernière ligne et la dernière ligne, il y a une ligne par seconde de vol, et puis il y a tous les paramètres, avec l'évolution de chaque paramètre, seconde par seconde. Eh bien, on peut voir dans la fin du vol, l'incidence, alors que le pilote a le manche en butée, gouverne de profondeur. Ça c'est la gouverne, je vais trouver ici les commandes de vol. Ça c'est l'action des pilotes, en profondeur captain, c'est-à-dire l'action du commandant de bord. On peut voir qu'ici, là, il tire sur le manche en butée, blanc. Donc, qu'est-ce qu'on devrait voir? On devrait voir la gouverne monter à cabré. Et tout le long du vol, ici, bon, il y a une demi-gouverne à gauche, une demi-gouverne à droite. Tout le long du vol, on voit que la gouverne suit les ordres du pilote. Et ici, dans les dernières secondes, alors qu'on devrait voir la gouverne partir à cabré, c'est-à-dire monter, eh bien, on voit qu'elle part à l'inverse. Et dans le même temps, l'incidence ici, qui aurait dû aller à 17 degrés et demi, eh bien, elle va se stabiliser à 14, 15, 14, 14, 15 degrés. Donc il y a bien eu une anomalie des commandes de vol. Et en plus, au paramètre vitesse, on pourra voir que la vitesse augmente. Bon, tout le monde sait que une voiture, si elle est dans une descente, elle va avoir tendance à accélérer. Plus la descente est forte, plus elle va accélérer. Et dans une montée, elle va avoir tendance à ralentir, et ralentir d'autant plus que la montée, la pente de montée est élevée. Un avion, c'est pareil, hein, c'est la transformation de l'énergie cinétique en énergie potentielle, et c'est valable pour une bille sur une planche, ou tout ce qu'on voudra. Et pour un avion, c'est pareil. Donc, alors que le pilote tire sur le manche en butée, alors qu'on aurait dû voir cet avion prendre l'incidence maximum, la portance maximum et monter, et donc du même coup décélérer pour transformer son énergie de vitesse en énergie d'altitude, énergie cinétique en énergie potentielle, eh bien on voit que la gouverne part à l'inverse, l'incidence ne va pas aller où elle devrait être, et on voit que l'avion accélère. Bon, et ça c'est le document du journal officiel. Alors on se rendra même compte qu'en fait les valeurs du journal officiel sont fausses, comme je l'avais écrit, et cela résultait d'un calcul qui était dans l'œuvre de preuve, et que j'ai repris dans le second mémoire remis à la cour d'appel par précaution, parce que je commençais à être prudent, donc je voulais que tout soit bien mis par écrit clairement. Et dans le premier mémoire, bon, j'avais dit 12 degrés pour couper court aux tergiversations, parce que j'avais trouvé 10 degrés et demi par le calcul à partir d'autres paramètres. C'est très simple, c'est de la trigonométrie, avec une marge de précision de mon calcul de l'ordre du degré et demi. Donc j'avais pris 12 degrés, comme ça le problème était entendu, et ce calcul, je vais le refaire dans le second mémoire. Alors à partir de quoi? À partir des valeurs de radiosonde. Comme on connaît le sol, on connaît la trajectoire de l'avion, et en particulier, on connaît la pente de la trajectoire de l'avion. Et puis on a l'assiette. L'assiette, c'est l'angle de l'avion avec l'horizontale. Parce que l'incidence, c'est l'angle de l'avion entre l'avion et les filets d'air. Donc il y a une petite différence, mais les filets d'air, c'est l'inverse de la trajectoire. Donc
On voit que si on connaît la trajectoire, la pente de montée ou de descente de l'avion, et ça il suffit de la radiosonde, et si on connaît son assiette, c'est-à-dire son angle par rapport à l'horizontale, eh bien on détermine son incidence par une simple soustraction. Tous ces calculs sont dans l'offre de preuve avec les documents de l'offre de preuve, y compris les documents d'Air France et autres qui disent bon, que l'incidence c'est la différence entre enfin, ce que je viens de dire, je ne vais pas le répéter, et ce calcul donc je l'ai refait. Ici on le trouvera en page 6 et 7 du second mémoire, calcul pour information complémentaire, et je fais tout. Et j'arrive donc à ma valeur d'une dizaine de degrés. Et cette valeur de 10 degrés, je le rappelle, a été reconnue par le jeune, responsable du dépouillement et tout, ingénieur navigant d'essai, qui s'est occupé de tous les dépouillements dans la nuit et le jour qu'ont suivi l'accident, et qui a dit, mais l'incidence était de 10 degrés au toucher des arbres, confirmant ainsi le calcul que j'avais fait. Alors 10 degrés au lieu de 17 degrés et demi, je pense que ça n'est plus à peine d'insister à en... Voilà, monsieur Lejeune est venu témoigner devant la Cour d'appel de Paris le 21 novembre 1991, après 2 citations à témoigner en première instance et une 3e à la première audience devant la Cour d'appel, et il y était rebelle à chaque fois. Là, après un arrêt avant de lire droit, il vient témoigner, et au cours d'une discussion sur l'incidence au moment du toucher des arbres, voilà ce qu'il va déclarer. C'est noté par la greffière. Monsieur Lejeune, c'est une incidence secteur, incidence réelle de 10 degrés. Je précise tout de suite, la greffière a mis %. Il faut bien voir qu'il s'agit bien de degrés, que c'est une erreur de la greffière. En tout état de cause, si on devait retenir %, ça serait encore pire, parce que 10%, ça fait environ 6 degrés, donc ça serait encore plus favorable, et ça serait encore pire pour l'administration, pour les faussaires. Donc, qu'on prenne 10% ou 10 degrés, c'est pareil. Et donc voilà, monsieur Lejeune, c'est une incidence secteur, parce qu'il y avait un débat à ce moment-là sur l'incidence. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, tout ça a été clairement exposé dans mon mémoire. Incidence réelle de 10 degrés. Bien, la boucle est bouclée. Alors, on pourra s'interroger pourquoi ont-ils mis dans le rapport final, et en particulier donc le journal officiel, pourquoi ont-ils donné des valeurs en 14-15 degrés et non pas directement en 17 degrés et demi, quitte à mentir au lieu des 10 degrés, quitte à mentir, il aurait mieux valu mettre directement la valeur. 2 hypothèses. La première, c'est qu'il était difficile d'aller jusqu'à 17 degrés et demi parce que, comme on le voit par le calcul, on voit que ça ne peut pas être 17 et demi, donc ils ont peut-être fait ce que j'appellerais bon, une cote mal taillée, ou bien plus vraisemblablement, ils étaient en train on ne sait pas qui a menti à qui dans cette affaire. Ce qu'on sait, c'est qu'au départ, il y a des faits, à l'arrivée, il y a des conclusions d'une enquête administrative, et qu'entre les deux, il y a eu falsification dans plusieurs domaines. On ne sait pas exactement par qui, donc il est plus vraisemblable certains étaient en train, et on peut penser que tout ça est parti à un moment ou à un autre à Toulouse, à Airbus Industrie, était en train de falsifier un petit peu tout ça, les documents de base, quand le juge Sangelin, quelques jours après l'accident, a envoyé les gendarmes pour tout saisir. Saisir le matériel, les bandes originales, les boîtes, les listings, des copies de listings, tout ce qu'il trouvait. Il a tout saisi, il a fait faire une série de dépositions à tous les intéressés, qui bien sûr étaient contradictoires, etc. Et je pense qu'ils ont été prisonniers de ça parce qu'ils se sont trouvés avec un travail en cours, des falsifications en cours, et avec un travail qui n'était ni fait ni à faire. D'ailleurs, le parquet demandera l'annulation de ces ordonnances, et quand je dis le parquet, il faut bien voir que c'est la chancellerie, c'est le gouvernement, c'est l'exécutif, demanderont l'annulation de ces ordonnances, et la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Colmar maintiendra toutes les ordonnances, sauf 3 ou 4, mais qui n'ont rien à voir avec ça, sur 130 au total. Et toutes ces ordonnances seront maintenues, donc ils seront complètement prisonniers de ce qui a été mis sous scellé, et puis ils vont essayer de mentir en fonction de ça. Évidemment, ça va être catastrophique, et on verra M. Lejeune à un moment, alors qu'il est obligé de témoigner, il refusait de témoigner, il intervient et il dira voilà, 10 degrés. Dans le second volet technique, c'est-à-dire il existe demande originale de l'enregistreur de paramètres des FDR, j'aurai l'occasion de revenir sur l'incidence, mais je ne le fais pas tout de suite pour différentes raisons. S'agissant d'un rapport du 21 juin 1989 de l'expert Bourgeois, j'aurai l'occasion de revenir sur l'incidence parce qu'on verra qu'effectivement, et c'est écrit noir sur blanc
dans ce rapport, mais il faudra d'abord voir dans quelles circonstances il intervient, ce sera dans le deuxième volet. Il est clairement précisé que quand on lit la bande, on n'obtient pas les valeurs d'incidence qui sont publiées au journal officiel. C'est-à-dire que pour obtenir les valeurs d'incidence du journal officiel, il faut rectifier après lecture ce qui a été obtenu en lisant la bande originale, ce qui démontre bien qu'on a trafiqué le paramètre incidence. Et on verra que l'expert bourgeois est quelque peu, je dirais, bredouillant pour apporter une explication sur ce point. Il dira que c'est l'ordinateur qui fait des corrections toute seule. Alors, on ne sait pas quand il est fait, quand il est fait pas. Alors, on se demande si c'est pas l'ordinateur qu'il faut poursuivre pour faux en écriture publique. Vient maintenant le second volet de cette partie technique complémentaire. Il existe deux bandes originales de l'enregistreur de paramètres DFDR. Deux bandes originales de l'enregistreur de paramètres, donc bien sûr une de trop, une fausse. L'une présente ses caractéristiques, c'est-à-dire la bande, ici des froissures en fin de bande sur 10, 11, 12 cm, puis la bande amorce. L'autre qui présente ses caractéristiques, les froissures, ici 20 à 25 cm de bonne bande, et ensuite la bande amorce. Voilà un rapport du 21 juin 1989, un an après l'accident, de l'expert bourgeois relatif à un dépouillement du 6 juin 1989, dépouillement qui avait été demandé par le juge d'instruction, dépouillement de la bande sous scellé, qui voulait en savoir un petit peu plus dans cette affaire. On peut tout d'abord constater à la lecture de ce rapport que le travail nécessaire à l'obtention d'un printing complet des paramètres enregistrés par le DFDR durant le vol de l'accident a été effectué dans les laboratoires du CEV avec trois techniciens de ce centre, M. Marcel Lejeune, Mme Fernande Lefebvre, etc. Alors, il est intéressant de voir que M. Lejeune, dont on a déjà parlé, est présent, mais en fait c'est même Lejeune lui-même qui fait physiquement les opérations de lecture de cette bande, ainsi qu'on le verra ultérieurement. Et ce rapport précise, la bande magnétique originale du DFDR a été retrouvée dans un bon état général. On y a toutefois de nouveau observé sur les derniers centimètres, avant le point de coupure correspondant au début de la partie enregistrée, de légères traces de pliure ou froissement. Et il y a un renvoi, et on peut voir qu'en renvoi, on précise clairement l'endroit où a été coupée la bande. La bande avait été coupée dans la nuit du 26 au 27 juin 88 à sa sortie de la bobine d'enroulement, c'est-à-dire un peu avant son passage devant la tête d'enregistrement, soit, etc., etc. Donc, ainsi qu'on vient de le voir, on sait où la bande a été coupée exactement, et on sait que les froissures sont à l'endroit de la coupure. C'est-à-dire qu'on a la bande originale, qui se termine par des froissures avant que ne soit collée la bande amorce. Ça correspond donc au dessin du haut, quand j'ai fait mon petit montage tout à l'heure, de bande magnétique. Voilà un procès verbal de confrontation qui confirme le 18 décembre 1990, juge Guichard, greffier Zimmermann, les inculpés Furstenberger, Mazière et Gauthier. Monsieur Mazière, je constate que le début de la bande de couleur brune est froissé sur une dizaine de centimètres, alors que le technicien du CEV a témoigné sous serment que la bande ne présentait pas d'anomalie lors de son dépouillement après l'accident. Un autre procès verbal de confrontation, le 19 décembre 1990. Guichard juge, greffier Zimmermann, les experts Venet et Bellotti, un nouveau collège d'experts donc qui a été désigné, et surtout messieurs Lallet et Lejeune. Bon, Lejeune, on sait qui c'est. Lallet, c'est le technicien qui, dans la nuit qui a suivi l'accident, a ouvert la boîte, a coupé la bande, a extrait la bande et a collé la bande amorce. Alors voilà ce que déclare monsieur Lallet. Vous me faites observer sur les 10 premiers centimètres d'extrémité de bande, on constate des pliures. Si ces pliures m'étaient apparues lors de l'extraction de la bande, je l'aurais évidemment signalé. Donc on voit que M. Lallet ne reconnaît pas la bande qu'il a dépouillée. Et M. Lejeune, quand j'ai remis cette bande à l'adjudant Viat, elle ne présentait pas ces pliures. Donc on le voit bien, incontestablement, la bande qui est actuellement sous scellé est une bande qui présente
les pliures ou froissements en fin de bande, puis vient la bande amorce. Bien, on l'a vu déjà, messieurs Lallet et Lejeune déclarent qu'ils ne reconnaissent pas la bande qu'ils ont exploitée la nuit de l'accident. Ils déclarent ça dans l'instruction judiciaire de Mulhouse. Et monsieur Lallet avait, sans faire état de différence, il n'a pas parlé de la bande sous scellé, en première instance, monsieur Lallet avait décrit physiquement la bande, ça figure dans les notes de la greffière, mais il était surtout intéressant d'avoir l'avis de monsieur Lejeune, qui n'était pas venu témoigner en première instance, qui est venu en appel après un arrêt le contraignant de venir témoigner. Alors, on va voir ce qu'a déclaré monsieur Lejeune. C'est moi qui l'interroge à ce moment-là, je l'avais interrogé avant Michel Asselineau, et monsieur Lejeune déclare, le surlendemain, il s'agit de la nuit et des jours qui ont suivi l'accident, le surlendemain, nous avons relu la bande et constaté la froissure qui était dans la partie de bande recachée. Bon, il a déclaré, puisqu'il l'a dit plusieurs fois, il a déclaré dans la partie de bande recouverte, dans la partie de bande cachée, la greffière a noté la partie de bande recachée, et il continue, on voit de la bande bonne après la froissure, 20 à 25 cm de bande bonne avant la fin de la bande. Et M. Lejeune confirme bien ainsi que la bande qui a été dépouillée dans la nuit et les jours qui ont suivi l'accident n'est pas la bande sous scellé, celle qui a été dépouillée après l'accident, elle présente des froissures ici et 20 à 25 cm de bande bonne avant la bande amorce. Et M. Lejeune, donc, sait parfaitement de quoi il parle. Je précise, donc, on lui a présenté le 19 décembre 90 la bande qui était sous scellé, qui déclare ne pas la reconnaître. Et là, je représente le PV du 19 décembre 1990 pour confirmer ce que j'avais dit tout à l'heure. M. Lejeune, on lui présente un listing. Il dit ce listing est daté du 6 juin 89, un an après l'accident. Je l'ai tiré à la demande de M. Bourgeois, expert judiciaire. Donc ça confirme bien que le dépouillement qui a eu lieu un an après l'accident, il a été fait non seulement en présence de M. Lejeune, mais c'est bien M. Lejeune qui l'a fait. Il dit « je l'ai tiré à la demande de M. Bourgeois, expert judiciaire ». Et ce qui va suivre à l'audience du 21 novembre 1991 de la Cour d'appel de Paris va confirmer. À ce moment-là, c'est Michel Asselineau qui l'interroge. Il confirme que la froissure se trouve à 15 à 16 secondes avant l'impact de l'avion. Alors, comme il présente ça d'une façon un petit peu différente, tout à l'heure il avait parlé de 20 à 25 cm pour l'endroit des froissures, 20 à 25 cm avant la fin de la bande. Là, il dit 15 à 16 secondes avant l'impact de l'avion. Donc, il va falloir préciser ce qu'il en est. Je ressors ici le PV du 19 décembre 1990, c'est M. Lallet qui parle. Je précise que ce DFDR m'a été remis dans la nuit, etc. J'ai coupé la bande selon la procédure CEV au droit du galet oblique, du côté du galet d'angle, préservant ainsi une marge de 8 à 9 cm de bande avant la tête d'enregistrement. La bande paraissait en bon état, il le confirme. Pour la partie visible de la bande, nous n'avons pas décelé de détérioration apparente. Et à ce procès verbal est annexé un dessin représentant la bande dans le DFDR. Alors comment cela se présente-t-il? On a ici une galette de bande, il y a un cache métallique pour cacher, la bande sort ici de l'intérieur, elle passe entre deux galets obliques en passant par au-dessus, elle revient ici sur le galet d'angle et elle passe ici devant les différentes têtes, effacement, enregistrement et lecture, parce que l'enregistreur peut faire lecture en même temps, et la bande vient se réenrouler ici pour ressortir ici en boucle sans fin. Or, ça ressort de tous les documents, l'enregistreur s'est arrêté au toucher des arbres, ou une seconde après, ou 2 secondes après, c'est-à-dire que quand on récupère l'enregistreur, on a ici le toucher des arbres. Et Lallet précise donc qu'il l'a coupé au droit du galet oblique, etc., avec cette flèche ici, près du galet, donc préservant une marge de 8 à 9 cm. Donc, les déclarations de Lejeune donc, se confirment tout à fait. Quand il dit que les froissures étaient dans la partie de bande cachée, recouverte, 15 à 16 secondes avant l'impact avec les arbres, l'impact avec les arbres est ici,
et on a ici les 15 à 16 secondes. Il faut savoir que la bande défile pratiquement à 1 cm par seconde, 9 mm 144 par seconde exactement, donc 15 à 16 secondes ça fait 14 à 15 cm. Donc les 15 à 16 secondes, 14 à 15 cm, pour trouver les froissures qui sont donc à 15 à 16 secondes du point d'impact. Et on retrouve exactement tout ce qui a été dit, tout est parfaitement cohérent, c'est-à-dire les froissures dans la partie de bande cachée, et puis ici 15 à 16 secondes, 14 à 15 cm, plus les 8 à 9 cm de marge, et bien on retrouve les 20 à 25 cm entre la coupure de la bande et le collage de la bande amorce, et la partie de bande qui a été froissée. Et Asseline interviendra à ce moment pour dire mais non, c'est pas du tout ce qu'il y a sous scellé. Bon, il va le dire et il déclare sous scellé, c'est une bande qui est froissée dans la dernière partie, 13 cm, etc., avant la coupure. Et Monsieur Lejeune, c'est noté par la greffière, Monsieur Lejeune affirme que cela ne correspond pas avec la bande que j'ai exploitée. Bon, tout est parfaitement clair et on ira même plus loin. Il sera demandé à Monsieur Lejeune de dessiner la bande qui a été exploitée dans la nuit et les jours qui ont suivi l'accident. Et Lejeune sait très bien ce qu'est sous scellé, il sait très bien que ce n'est pas la même bande, et Monsieur Lejeune va dessiner ça. Toutes ces observations ont été rajoutées. Monsieur Lejeune va dessiner ça en précisant, bon, bande amorce, ici les 20 à 25 cm de bonne bande avec la tête d'enregistrement, et il va noter, et tout cela est de sa main. C'est son écriture, il va noter ici froissure. Et Asseline dira, bon, mais Monsieur Lejeune, sous scellé, il y a bien ça. C'est-à-dire bande amorce, les froissures ici et la bonne bande. Et c'est à ce moment-là que Monsieur Lejeune dit, j'affirme que cela ne correspond pas avec la bande que j'ai exploitée. Donc les choses sont parfaitement claires. Il y a deux bandes originales de l'enregistreur de paramètres. L'une qui a été dépouillée dans la nuit et les jours qui ont suivi l'accident. L'autre qui est sous scellé. Et donc il y en a une des deux qui est fausse, puisqu'il n'y a qu'une bande dans un enregistreur. Donc s'il y a une fausse bande, il y a un faussaire. Il y a quelqu'un qui a fait une fausse bande. Il y a un faussaire. Donc c'est clairement démontré. Ceux qui disent qu'il y a eu des falsifications ont raison depuis le jour où ils l'ont déclaré. Une précision toutefois pour lever un doute, parce que certains ont émis l'hypothèse que cette bande et celle-ci pourraient être en fait la même bande. C'est-à-dire que si cette bande qui a été dans les mains de M. Lejeune, M. Lallet, etc., dans les jours qui ont suivi l'accident, si cette bande est coupée ici et si on recolle de la bande amorce, on retrouve cette bande physiquement. Bon, déjà, ça ne serait pas acceptable, une telle manipulation physique, mais on va voir que cela n'est pas possible parce qu'on sait ce qu'on trouve quand on lit cette bande et quand on lit cette bande. Or, on va voir que ça n'est pas possible puisque si ces deux bandes étaient en fait la même bande, comme on sait qu'on a ici le point d'impact, avec le toucher des arbres, la tête d'enregistrement, on l'a dit, ça a été dit dans les rapports, 15 à 16 secondes avant le point d'impact, M. Lejeune l'a déclaré. Ici, on sait qu'on a 8 à 9 cm entre la tête d'enregistrement et la bande amorce, M. Lallet l'a déclaré également. Donc, et en plus, on a des rapports, là je ne les ai pas présentés, qui montrent que ces froissures auraient donné lieu à un problème de lecture. Ça a été le fameux trou d'information, et ce trou d'information, il intervient avant le toucher des arbres, et on a les listings qui correspondent. Donc, il faut bien voir que le toucher des arbres a lieu ici, 15 à 16 secondes, les 14 à 15 cm, 15 à 16 secondes, ça représente à 60 mètres par seconde, ça représente près de 2 fois la longueur de la piste. Donc, tout cela, si on avait lu si cette bande ici était coupée et si on lisait cette bande, on verrait qu'on s'arrêterait à la lecture bien avant que l'avion ne touche les arbres. Or, on peut voir à la lecture du rapport Bourgeois du 21 juin 89, dont j'ai déjà parlé, qu'en lisant la bande sous scellé, on a l'intégralité du vol. Voilà ce qui est écrit ici. Paragraphe 4.1, l'examen du listing du 6689, donc celui qui est l'objet de ce rapport, couvrant la totalité du vol de l'accident, permet de vérifier une bonne concordance, etc., etc. Et surtout, on pourra voir, parce que pour comparer des listings entre eux qui correspondent à des lectures différentes, il faut recaler les temps générés, puisque le temps généré n'est pas un paramètre qu'on extrait de la bande, c'est un paramètre qui est ajouté à la lecture sur les printings.
Donc à chaque lecture différente va correspondre un temps généré différent, puisque ça dépendra du moment de début de la lecture. Donc cette comparaison est faite dans le document, et pour le listing du 6689, on peut voir que le temps généré se termine à 1074 par le faucher des arbres, donc le toucher des arbres, et qu'au temps 1068, on a remise des gaz. Donc on a bien confirmation qu'on a tout le vol. Donc on a bien la confirmation qu'en lisant cette bande, on a tout le vol. C'est-à-dire que le toucher des arbres est bien ici, et puis tous les événements de survol de la piste ici. Or sur cette bande, on sait qu'il se situe dans cette partie. Il s'agit donc bien de deux bandes différentes. Alors, une précision complémentaire qui est accessoire pour la compréhension, c'est un éclairage un petit peu supplémentaire, parce qu'on va s'interroger sur le fait que deux experts judiciaires, les experts Auffray et Bourgeois, dans un rapport d'avril 1989, ont quand même blanchi l'avion. Alors, on va voir comment ils ont blanchi l'avion, ces experts. Ce rapport date du mois d'avril 1989, des experts Auffray et Bourgeois. On va voir qu'ils n'ont jamais lu une quelconque bande, ils se sont contentés de se faire remettre un listing par l'administration, et en plus ce listing, ils ne l'ont même pas analysé eux-mêmes. Le dossier montre que les experts judiciaires ont été désignés assez tardivement, plusieurs jours après l'accident, et qu'ils se sont fait remettre les enregistreurs et les bandes le 7 juillet 1988. Donc, ce qui s'est passé avant le 7 juillet, ils n'y ont pas participé. Et au chapitre les enregistrements, et c'est les deux seuls moments où il sera question des enregistreurs dans ce rapport, on peut voir, bon là il s'agit du CVR, là des bandes vidéo, voilà tout ce qui concerne le DFDR. Le dépouillement initial du DFDR a été réalisé au centre d'essai en vol CEV de Bretigny dans la nuit du 26 au 27 juin et la matinée du 27. Il a permis d'obtenir rapidement des listings complets qui ont fait l'objet de 4 analyses indépendantes. Commission d'enquête, Airbus Industries, CFMI Air France, sous couvert des experts, les résultats sont totalement concordants. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lu, les bandes originales, ils se sont contentés du listing remis par l'administration, le listing obtenu dans la nuit du 26 au 27 juin et la matinée du 27, en fait c'est le surlendemain. Bon, passons. Et il a permis d'obtenir rapidement des listings complets qui ont fait l'objet de 4 analyses indépendantes. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que non seulement ils ne lisent même pas la bande originale, mais ils n'analysent même pas eux-mêmes le listing qui leur est remis par l'administration. Et les organismes sont commission d'enquête administrative, donc qu'on le veuille ou non, une émanation de l'administration, jugée partie forcément, Airbus Industries, jugée partie, CFMI le constructeur, jugé partie, et la direction d'Air France, jugée partie, et qui tous ont intérêt à charger le pilote. Tiens, c'est curieux, le pilote, lui, on ne lui a pas proposé un listing en lui demandant son avis, sous couvert des experts, et les résultats sont totalement concordants, et ils vont adopter l'analyse de ce listing faite par ces organismes qui sont jugés partis. Alors pourquoi est-ce que les experts non seulement ne lisent pas la bande originale dont ils sont dépositaires, et pourquoi ils n'analysent même pas eux-mêmes le listing qui leur est mis par l'administration? Parce qu'ils savent que tout ça est falsifié. L'expert bourgeois sera d'ailleurs bien embêté quand, au mois de juin 89, après un an après l'accident, le juge d'instruction lui demandera une nouvelle lecture de la bande sous scellée. Bon, Bourgeois, c'est un des deux experts qui avait blanchi l'avion donc au mois d'avril 89, et là, le juge lui demande une nouvelle lecture de la bande, afin de comparer avec ce qui avait été fait avant. Et ce qui avait été fait avant, bien sûr, dans l'instruction judiciaire, accessoirement ailleurs, mais surtout dans l'instruction judiciaire. C'est un problème judiciaire, c'est l'expert judiciaire, c'est dans le cadre de l'instruction judiciaire. Eh bien, quand on lit tout ce document, il est confirmé, ce qui n'était pas tout à fait clair tout à l'heure, parce que ça n'était pas écrit explicitement, mais ça ressortait clairement du rapport qui avait blanchi l'avion d'avril 89. Mais là, on le voit bien, quand on lit tout ce document, on voit bien que les experts, leur seul élément de comparaison, c'est le listing du 27 juin de l'administration, alors qu'on leur demandait de comparer avec tout ce dont ils avaient disposé avant. Donc on voit que les experts n'ont jamais lu la bande originale, et ça ressort à plusieurs reprises.
On le voit quand ils comparent les listings entre eux, ils comparent avec le listing du 27 juin et avec le listing qu'ils viennent d'obtenir le 6 juin 89, un an après l'accident. Et le plus significatif de ce rapport bourgeois du 21 juin 1989, il figure en paragraphe 3-4, parce qu'il s'agit de l'incidence là. Donc partout dans tout le document, on voit qu'il y a, comme je viens de l'exposer, il n'y a eu aucune lecture, aucune analyse faite par les experts auparavant. Or là, Bourgeois, il est bien obligé d'expliquer pourquoi pour un paramètre, et un seul paramètre, sur 200 environ, quand on lit la bande sous CD, on ne retrouve pas les valeurs du journal officiel, du listing officiel, c'est-à-dire du listing du 27 juin 88. Ce paramètre, c'est l'incidence. C'est dommage, c'est le paramètre le plus important, comme j'ai eu l'occasion de l'exposer. Et on voit que quand on lit la bande sous scellée, pour obtenir on n'obtient pas les valeurs du journal officiel, les valeurs du listing officiel. Donc le listing officiel, il a bien été obtenu par changement sur le papier, ou avec une imprimante, peu importe, mais le listing officiel ne résulte pas de la lecture de la bande des FDR. Le journal officiel en ce qui concerne l'incidence, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit que l'incidence avait été falsifiée, eh bien, pour obtenir les valeurs d'incidence du journal officiel, il faut faire une correction après à ce qu'on a lu, à ce qu'on obtient en lisant la bande originale. Donc il y a bien falsification à tout va dans toute cette affaire, et on voit que les experts judiciaires se sont d'une manière, il faut bien le dire, assez enfantine, ont essayé de se couvrir, ils vont dire un jour, ah ben nous, non, on n'a jamais lu l'original, et puis on n'a pas analysé nous-mêmes les listings, on a fait confiance aux autres. C'est digne de gamin de 10 ans. En tout cas, je crois avoir clairement démontré que tout ça, c'était magouille, mensonge et falsification.